This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros, word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. Oh my God, it's the coolest thing ever. Hey guys, have you heard of Goldbelly? Well, check this out. It's this amazing site where they ship the most iconic, famous foods from restaurants across the country, anywhere nationwide. I've never found a more perfect gift than food. They ship Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garten's famous cakes. Seriously. So if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. Salut à toutes, salut à tous. C'est la dernière étape de ce Giro qui aura vraiment tenu toutes ses promesses jusqu'à la dernière étape, jusqu'à la dernière ascension. On a eu des retournements de situation, des scénarios vraiment hallucinants, incroyables. Et aujourd'hui, on devrait y aller un peu plus mollo et avoir un scénario attendu puisque c'est tout plat, 145 km tout plat entre Rome et Rome. Dans les rues de la capitale, on va passer par le Vatican et on s'attend évidemment à un sprint. Pour terminer ce Giro, il reste encore pas mal de sprinteurs qui ont réussi à passer les montagnes, notamment les trois meilleurs, Olaf Koy, Mats Pedersen et Caden Groves, qui sont les trois favoris du jour. Et puis, il y a quelques coureurs qui pourraient peut-être sauver leur Giro et même le Giro de toute leur équipe. Par exemple, Gerben Tiersen pour l'Intermarché Venti, que l'on a très peu vu. On a Sam Bennett, qui est toujours là pour la Décathlon. Matej Govekar pour la Bahrain Victorious. Luca Mozzato pour l'Arkea BNB Hotel. Important aussi Matteo Moschetti pour la Q36.5, une des équipes les plus décevantes de ce Giro. On a toujours le vainqueur d'étape, Casper Van Honden aussi, qu'il faudra surveiller aujourd'hui. Michael Zilliard de la Tudor, Max Kanter de l'X10 Astana Team. Beaucoup de sprinteurs encore présents, peu ont abandonné. On a Milan Fretin, on a Paul Magnier qui ont abandonné parmi les sprinteurs, mais c'est tout. C'est les deux seuls sprinteurs qui ont abandonné. D'ailleurs, très peu d'abandons. Sur ce Giro, en moyenne, là, on est vraiment sur un nombre d'abandons très faible. Ce qui est plutôt évidemment une bonne nouvelle, et pourtant c'était un Giro quand même assez difficile. Qui va s'imposer aujourd'hui dans les rues de Rome et finir ce Giro sur une formidable note? On va voir ça tout de suite, et puis on suppose que ça va être plutôt une petite procession au début. Est-ce que des coureurs vont tenter d'aller quand même animer la course en tentant de faire une échappée? On verra ça. La chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. C'était en effet une très longue procession pour le peloton à travers tout le Vatican. Ils se sont même arrêtés devant le pape, le nouveau pape qui les a bénis. Bon, est-ce qu'on peut retourner au sport s'il vous plaît? Merci. La course, ça y est, ils ont passé le kilomètre zéro, mais ils vont toujours tranquillement, ils discutent. On a les quatre porteurs des maillots distinctifs aux 4 premières places. Le maillot rose, c'est, et ça restera, Simon Yates. Le maillot violet du Ciclamino, c'est, et ça restera, Mats Pedersen. Le maillot bleu du meilleur grimpeur, c'est, et ça restera, Lorenzo Fortunato. Et puis le maillot blanc du meilleur jeune restera sur les épaules d'Isaac Del Toro. Et puis dès que la Visma Lease Bike, c'est pas totalement une surprise pour eux d'avoir gagné parce qu'ils avaient prévu le coup quand même. Ils ont un maillot spécial aujourd'hui. Ils sont pas en jaune fluo comme d'habitude, mais ils ont un maillot rose et noir. Alors pas Simon Yates qui a le maillot tout rose de leader, mais ses équipiers ont tous un maillot rose et noir spécial pour cette dernière étape. Ils avaient donc quand même prévu leur coup et c'est la revanche. La revanche de la Visma Lease Bike, eux qui avaient vécu il y a 2 ans une saison incroyable en remportant les 3 grands tours avec 3 coureurs différents et puis qui la saison passée avait connu une saison absolument galère. Des chutes pour Van Aert sur toutes les classiques, des échecs sur tous les grands tours. Et aujourd'hui, ils étaient venus sur ce Giro un petit peu de manière très discrète. On ne parlait pas trop vraiment de Simon Yates comme un potentiel vainqueur. On en parlait plutôt comme un outsider, on va dire, pour le podium. Et il a joué à la perfection et il a permis à l'équipe hollandaise de retrouver la victoire sur un grand tour. De manière finalement méritée, il aurait été discret vraiment tout au long de la compétition pour se montrer seulement au moment où ça comptait dans l'ascension du Finestré, quand Carapaz et Del Toro se marquaient. Et Carapaz et Del Toro qui ne sont pas devenus amis. Après cette course, on a vu Carapaz avoir eu des mots très très durs envers le Mexicain en disant tout simplement qu'il avait mal couru, qu'il n'avait pas du tout été intelligent et que c'était pas le meilleur coureur qui avait gagné, mais justement le plus intelligent.
le Mexicain et l'Équatorien qui ne seront pas devenus amis après ce mano à mano là dans le col du Finestré, puis cette descente où ils ont tout simplement refusé de collaborer ensemble de manière un petit peu étonnante, il faut le dire quand même, de la part de Del Toro qui acceptait de perdre son maillot rose. La course a commencé, mais pour l'instant, aucune attaque, ça va à un rythme tranquille. Et là, cette fois-ci, oui, je pense que même moi, je pourrais suivre ce rythme-là. Allez, des coureurs qui s'amusent à faire une petite attaque là, avec Mats Pedersen, avec Casper Asgreen, Michel Frolich-Honoré, et avec Jakob Fuglsang. J'en dirai peut-être un petit mot, mais c'est son dernier jour de course, tout simplement, de sa carrière. Il va prendre sa retraite ce soir, pour ce coureur de 40 ans. Jakob Fuglsang, ancien vainqueur de monuments notamment. Ils sont à l'avant, mais je sais pas trop ce qu'ils font. Ils ont pris un peu d'avance sur le peloton, mais là, c'est vraiment plus pour le fun. Le peloton est toujours en mode à discuter. Et d'ailleurs, en fait, ils s'arrêtent pour pisser, tout simplement. Alors que, oui, à l'arrière du peloton, on voit Simon Yates qui se boit une coupette de champagne. Donc, autant vous dire que la course n'a pas réellement commencé encore. Allez, on arrive dans un sprint intermédiaire et on voit 3 coureurs sortir juste à ce moment-là pour aller se disputer. Évidemment, on retrouve Dries de Bont qui est en passe de remporter ce classement des sprints intermédiaires. Il est accompagné par Martin Marcelluzzi de la Bardiani. Et c'est Alessandro Tonelli qui doit être là pour la team Poltigit Malta, lui aussi plutôt bien classé dans ce classement. Et ils vont s'affronter là pour un des tout derniers, l'avant-dernier tout simplement, sprint intermédiaire de ce Giro. Il restera encore aussi un sprint Red Bull. Au classement du sprint Red Bull, ce classement annexe, c'est Manuele Tarozzi qui est le leader et qui devrait, je crois bien, remporter ce classement. Allez, Alessandro Tonelli qui avait pris un petit peu d'avance. Dries de Bont est revenu sur lui. Et les deux coureurs vont se disputer tranquillement ce sprint alors que Marcelluzzi, lui, a été distancé par les deux hommes. Et c'est Dries de Bont qui passe en tête devant Alessandro Tonelli et qui, mathématiquement désormais, est assuré de terminer en tête de ce classement des sprints intermédiaires. Au classement des sprints Red Bull, ouais, c'est aussi bon. Pour Manuele Tarozzi, quoi qu'il se passe aujourd'hui, c'est lui qui s'imposera. Et au classement des échappés, là, par contre, il y a un match encore entre Tonelli et Tarozzi. Il n'y a que 40 km d'écart. Alors, Tonelli, là, s'il reste devant pendant un petit moment, il pourrait peut-être doubler Manuele Tarozzi à ce classement annexe de celui qui a passé le plus de temps dans une échappée au cours de ce Giro. Mais non, il n'insiste pas. Tonelli, De Bont, Marcelluzzi sont tous les trois repris par un peloton qui, ça y est, s'est mis tranquillement à rouler. On est à 104 km de l'arrivée. C'est la team Visma Lease the Bike qui est en tête. Ils ont le maillot rose dans leur équipe. Ils ont bien digéré leur champagne, ça y est. Et puis ils ont aussi Olaf Koy, qui en plus est un des grands favoris du jour. Il pourrait vraiment finir en beauté si en plus Olaf Koy remportait cette étape, la Visma Lease the Bike. Et voilà, on a enfin eu un peu d'action. La course est désormais, allez, on va dire, réellement lancée. Il aura fallu attendre qu'on soit à 75 km de l'arrivée, qu'on soit rentré dans le circuit final dans les rues de Rome, un circuit de 9 km, pour voir la première véritable attaque de cette étape. Elle est signée Michael Hepburn, le coureur de la Giacomo Lula, qui est sorti et qui a pris quelques secondes d'avance sur le peloton. Mais alors dans ce genre d'étape, on le sait, on se rappelle les étapes de Paris, la 21e étape sur les Champs-Élysées, il n'y a jamais de gros écarts. On voit rarement plus d'une minute entre les échappés et le peloton. Et ça devrait encore être le cas aujourd'hui. Michael Hepburn qui est donc sorti. Derrière, il y a un groupe de 3-4 coureurs qui est en poursuite, avec un coureur de la Polti, avec aussi un coureur de la Groupama, des équipes qu'on aura beaucoup vues à l'avant. Et eux aussi sont sortis du peloton. Ils ont, on va dire, 5 secondes d'avance sur le peloton et 5 secondes de retard sur Michael Hepburn, qui est seul en tête pour l'instant. 5 coureurs là en poursuite de Michael Hepburn au final. Et c'est 5 coureurs je pense des 5 équipes que l'on aura le plus vues dans les échappées. Avec un coureur pour l'Arkea BNB Hotel en la personne d'Alessandro Verre, un coureur de la Groupama FDJ donc avec Enzo Paleni, un coureur de la Soudal Quickstep avec Joseph Cerny et puis un coureur des deux équipes italiennes, Andrea Pietrobon pour la Poltigit Malta et Martin Marcelluzzi pour la Bardiani. 5 équipes qui auront vraiment animé ce Giro et ils rejoignent à l'instant Michael Hepburn, le coureur de la Giacomo Lula. Donc 6 coureurs en tête avec 20 secondes d'avance sur un peloton qui est mené par des équipiers de Caden Groves, de Mats Pedersen et de Olaf Koy. On retrouve un coureur de l'Alpecin, de la Lidl Trek et de la Visma Lease the Bike aux premières places de ce peloton. Et cette fois-ci, le rythme est sérieux, plus personne discute, plus personne rigole. On est de nouveau en mode course. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit focus sur un coureur. Au cours des dernières étapes, il y avait des échappées de 30 coureurs et il se passait beaucoup de choses. Donc il n'y avait pas trop le temps de faire ça. Aujourd'hui, il y a le temps. Et plutôt que de faire un des échappés, on va parler de Jakob Fuglsang qui donc prend sa retraite aujourd'hui même. Parce que c'est un coureur qui a quand même une belle carrière, le Danois. Un des tout premiers Danois, on va dire, celui qui a ouvert la porte à tous ceux qui ont suivi. Il a commencé sa carrière en 2006 dans une petite équipe
danoise justement avant de rejoindre la Saxo Bank et le niveau World Tour en 2009. On l'a vu ensuite longtemps chez Astana, de 2013 à 2021. Et puis ça fait 4 ans qu'il court désormais chez l'Israël Premier Tech. Et il compte 27 victoires dans sa carrière, Jakob Fuglsang. Et il en compte quelques belles, notamment 2 classements généraux du Critérium du Dauphiné en 2017 et en 2019. Il a remporté aussi une étape sur la Vuelta. C'était également en 2019, mais il a surtout remporté Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Le Liège-Bastogne-Liège, c'était aussi en 2019 et le Lombardie en 2020. 2 monuments donc. Sa première victoire remonte à 2008 sur le Tour du Danemark. Et sa dernière, c'était en 2022 sur la classique du Mercantour. La dernière victoire, 27e et dernière victoire de sa carrière pour Jakob Fuglsang, que l'on n'a pas vu sur ce Giro. Pour être honnête, c'est la première fois que je prononce son nom sur cette étape, mais il était là pour d'autres raisons. Il était là pour travailler pour Derek J, le protéger. Il a bien fait son boulot parce que Derek J vient chercher une formidable 4e place au classement général. Il pourra donc s'en aller avec le sentiment du devoir accompli. Jakob Fuglsang, 40 ans, c'était le doyen de ce Giro. Il ne reste plus que 60 km à faire et il en aura fini de sa carrière. On a toujours nos 6 coureurs de tête avec une vingtaine de secondes d'avance sur un peloton. Et puis attention, il y a eu un problème mécanique là pour Damiano Caruso. Et il est distancé. Il est distancé par le peloton, mais là ça va à fond. Donc attention, Damiano Caruso, il a 40 secondes de retard sur le peloton. Il est amené par Fran Mioliewicz qui l'a attendu pour le ramener vite dans le peloton. Parce qu'il ne faudrait quand même pas perdre une place dans ce classement. Alors il avance quand même sur Pellizzari. Il a quasiment 2 minutes d'avance sur Pellizzari. Donc ça devrait le faire. Mais attention quand même à ne pas se faire avoir. Il y a encore des possibilités de malchance. Et sur ce Giro, on a vu tellement de choses incroyables. Qui sait ce qui peut encore se passer aujourd'hui? Ils ne se sont pas souciés du second sprint intermédiaire. Là, les hommes de tête, c'est Joseph Cerny qui est passé en tête en passant son relais. Mais ils ont bien d'autres problèmes. Le peloton est seulement 9 secondes derrière eux. Le rythme est intense. On voit aussi beaucoup la Picnic Postenel de Casper Van Honden qui travaille pas mal. On croit peut-être en la 2e victoire d'étape pour le Hollandais. Et donc voilà, la Picnic Postenel, plus la Visma, plus la Lidl Trek, plus l'Alpecin de Koenig, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'équipes à la poursuite des 6 hommes de tête qui s'entendent bien, qui résistent bien, mais l'écart est évidemment toujours minime. Alors que derrière, Damiano Caruso, lui, a réussi à rentrer dans le peloton, pas de souci. Il reste encore 46 km avant la fin de ce Giro. 25 km de l'arrivée. Et les 6 hommes de tête qui vraiment font un travail exceptionnel. Ils ont 30 secondes d'avance, ils ont repris un petit peu de champ. Alors qu'ils arrivent au sprint Red Bull, la petite prime. Mais je pense qu'ils sont tellement impliqués là dans leur poursuite qu'ils ne vont pas vraiment se battre pour ça. C'est Michael Hepburn. S'ils sont un petit peu battus quand même. C'est Michael Hepburn qui, je crois, est passé devant Joseph Cerny. Allez, mais là, il faut se retrouver ensemble. Andrea Pietrobon a été un petit peu lâché dans cette accélération. Ah, ça va être dur pour Pietrobon pour revenir là, suite à ce mouvement. Ils collaboraient très bien ensemble, mais là, ce sprint Red Bull a un petit peu tout lâché et Joseph Cerny a continué son effort. Et il est parti tout seul, Joseph Cerny. Il est parti tout seul pour l'instant. D'ailleurs, on a toujours le Paleni, Marcellucci, Verret et Hepburn, mais ils ont pris une petite distance par rapport à Joseph Cerny. Il est technique ce parcours, il y a beaucoup de virages. Donc, ça avantage un homme seul plutôt qu'un peloton. Il n'y a pas le feu encore, bien sûr, dans le peloton. Mais le peloton, il travaille énormément. Il n'y a que la Lidl Trek, en fait, qui ne travaille pas beaucoup pour l'instant. On suppose qu'ils vont, comme d'habitude, jaillir au moment opportun. Ça a lâché pour Michael Hepburn. Pietrobon a été repris. Et là, ça lâche pour Marcellucci. Ils sont plus que 3 devant. Joseph Cerny a été rapidement repris. Il est accompagné désormais d'Enzo Paleni et d'Alessandro Verret. C'est les 3 derniers résistants. Ils ont 11 secondes d'avance sur un peloton qui travaille toujours de manière impressionnante. On voit la Decathlon AG2R de Sam Bennett se mêler à la poursuite des échappés désormais. Mais ils n'abandonnent pas leur mission quasi impossible, les échappés. Il ne restera plus qu'un résistant, ce sera probablement Joseph Cerny qui semble le meilleur. Il reste encore 17 km et ils donnent absolument tout ce qu'ils ont, tout ce qui peut encore leur rester après 21 jours de course et plus de 4000 km parcourus. Dernier passage sur la ligne d'arrivée, le dernier tour, il reste encore 9 km. Ils sont plus que 2, Enzo Paleni et Joseph Cerny, Alessandro Verret à lâcher. Mais s'ils se retournent, ils voient le peloton, la masse du peloton qui est juste derrière eux. Ils ont 7 secondes d'avance. C'est un énorme effort qu'ils ont fait tous ces coureurs de l'échappée là. Ça risque fort d'être un effort pour rien. Comme attendu, ça ne tient plus qu'à un fil. Comme je le présentais, c'est Joseph Cerny qui sera le dernier résistant. À 6 km de l'arrivée, il a encore 5 secondes. Mais ça ne sera évidemment pas assez
Derrière, on commence un petit peu les équipes à se trouver, à se placer pour le sprint, à emmener leur leader, le sprinter. Notez que c'est un sprint qui se fait plutôt sur un faux plat. Hein. C'est quasiment 4% de pente l'arrivée. Avec Joseph Cerny qui se relève. Il aura magnifiquement essayé, Joseph Cerny. Lui qu'on avait pensé, on se rappelle qu'il avait abandonné. Il était rentré dans l'ambulance il y a 2 semaines de ça, lors de l'étape neutralisée. Et il a réussi à retrouver de la forme. Et aujourd'hui, il aurait été le dernier échappé de ce Giro. Il est repris. C'est parti. L'Alpecin de Koenig, de Caden Groves, aux avant-postes à 5 km 600 de l'arrivée. Et on va la voir, ce dernier sprint massif. 3 km de l'arrivée. Et allez, on voit des jolis trains. La Tudor de Michael Zilliard, qui est un train magnifique. La Decathlon de Saint-Bennett, parfait. Ils ont tous ces deux équipes ont 4 coureurs en ligne. Mats Pedersen, lui, un petit peu isolé, un petit peu bloqué pour l'instant. Mais il y a encore le temps. Casper Van Hunden a 2 équipiers devant lui. L'Alpecin de Koenig, qui, elle, c'est par contre un petit peu perdu. C'est un coureur qui roule en tête, mais il n'a pas du tout d'équipier dans sa roue. Olaf Koy, lui, ne quitte pas la roue de Wout van Aert. Attention, il y a des virages, il faut être fort à la relance pour pas perdre des positions. Pour l'instant, aux 4 premières places, on a 4 coureurs de 4 équipes différents. Avec un coureur de l'Alpecin, un coureur de la Visma, un coureur de la Tudor et un coureur de la Picnic Postenel. Et derrière, on a 4 coureurs de la Decathlon AG2R, qui est donc pour l'instant l'équipe qui a le train le mieux organisé. Et là, la route qui s'écarte. Et c'est le moment de se retrouver. Route très large. Allez, tiens, on voit l'Astana d'un seul coup qui jaillit aussi pour amener Max Kanter. Un coureur de l'Intermarché Venti aussi. Certainement Gerben Tiersen bien placé. Il va devoir se débrouiller tout seul. Désormais, c'est un coureur de la Tudor qui mène. Mais attention, il a 3 coureurs de la Visma Leisure Bike dans sa roue. 1 km 300. Et c'est parti. Eduardo Affini qui prend le relais. Il a Wout van Aert dans sa roue. Olaf Koy derrière lui. Et derrière, on se bat pour prendre la roue d'Olaf Koy. C'est Mats Pedersen et Michael Zilliard et Max Kanter qui se battent. Mais c'est Pedersen qui arrive à être dans la roue d'Olaf Koy. Caden Groves dans la roue de Mats Pedersen. On est dans le moment décisif. C'est la Visma Leisure Bike qui va faire le travail, qui est la seule à avoir un train finalement. Allez, la Decathlon qui tente de prendre une autre route pour amener Sam Bennett. Mais ils n'arrivent pas à dépasser Eduardo Affini, qui fait un travail magnifique, qui va lâcher Van Aert à 500 mètres de la ligne probablement. Énorme ce que fait Eduardo Affini, qui ne lâche pas. Et c'est parti, le moment de Wout van Aert désormais, avec Koy dans sa roue, Pedersen en 3e position. Et c'est le moment où ça monte là, c'est le moment où ça passe à 4-5% limite. Et c'est parti pour Olaf Koy qui lance. Et on a Matteo Moschetti pour la Q36.5 qui est aussi bien placé. Pour l'instant, c'est Olaf Koy qui résiste. Caden Groves qui tente de remonter, mais Olaf Koy qui va s'imposer. Olaf Koy qui s'impose. Triomphe absolument total pour la Visma Leisure Bike, le maillot rose, la dernière étape. Et là, un travail assez mérité parce qu'ils étaient parfaits. Eduardo Affini qui a amené Wout van Aert, qui a amené Olaf Koy. Je crois que c'est Caden Groves qui fait 2e et peut-être une 3e place pour Matteo Moschetti. La Visma Leisure Bike qui aura finalement fait un Giro absolument rêvé avec 3 victoires d'étape et le maillot rose pour Simon Yates. C'est désormais officiel. Et allez, on se remet le ralenti des 500 derniers mètres au moment où Eduardo Affini, qui a fait un incroyable relais, lâche Wout van Aert. Juste avant, le moment où la route se cabre un petit peu, Mats Pedersen qui reste dans la roue d'Olaf Koy et qui n'arrive pas à le dépasser, alors que Caden Groves, lui, parvient à remonter et à doubler Matteo Moschetti, mais pas Olaf Koy. Ouais, Mats Pedersen va faire 4e. Et c'est un coureur de la Soudal Quick Step qui vient prendre la 5e place. Mais c'est pas Paul Magnier puisqu'il est plus là. J'ai pas vu qui c'était, et c'est assez étonnant. Une fin de Giro rêvée pour la Visma Leisure Bike avec cette dernière victoire d'étape pour Olaf Koy. Ça fait 2 pour Olaf Koy et 3 donc pour la Visma Leisure Bike avec cette victoire du Hollandais qui s'impose dans cette plus prestigieuse des étapes pour les sprinteurs sur ce final à Rome. Il devance donc Caden Groves et Matteo Moschetti qui vient faire une belle 3e place, sauver un petit peu le très mauvais tour de la Q36.5. Mats Pedersen 4e. Et c'est Luc Lamperti pour la Soudal Quick Step qui est venu chercher cette 5e place. Suivent Max Kanter 6e, Filippo Baroncini pour la Team Emirates qui s'est amusé à sprinter pour faire 7e. Or, Luis Saolar 8e pour la Movistar, Enrico Zanoncello de la VF Group Bardiani à la 9e place et Giovanni Lonardi pour la Polti Visit Malta qui complète le top 10. Sam Bennett seulement 12e, Casper Van Hunden 15e ou Michael Zilliard complètement bloqué dans le final alors que son équipe était en nombre fini seulement 23e. Quelques coureurs ont été lâchés dans le final, mais aucun membre du top 10 évidemment. Le dernier du jour, les 2 derniers, c'est même 4 derniers
Et même les 5 derniers, c'est 5 des échappés. Pietro Bonne, Paleni, Czerny, Marcelluzzi et Verret. Ils ont fait un effort énorme et ce sont Marcelluzzi et Alessandro Verret qui ont terminé dernier à plus de 5 minutes du vainqueur Olaf Koy. Ils avaient vraiment tout donné. On va donc pouvoir s'intéresser donc au classement général final et la victoire de Simon Yates qui remporte le 2e grand tour de sa carrière après la Vuelta en 2018. Il avait tout misé sur l'ascension du Finistère. Il a dit que dès novembre, il avait coché cette étape comme l'étape où il se préparait uniquement pour cette étape. C'est pour ça qu'il a été discret tout au long du Giro. Il avait gardé toute sa force, toute son énergie, toute sa concentration pour cette unique étape et surtout cette unique ascension. Et ça a largement payé puisqu'il finit avec 3 minutes et 56 secondes d'avance sur Isaac Del Toro. Toutes ces courses à la bonification qu'a pris Del Toro, finalement complètement inutile parce qu'il termine à plus de 4 minutes. Ça reste une belle performance pour Del Toro, mais quand même un sentiment étrange de s'être pas tout à fait battu, de s'être fait avoir dans cette avant-dernière étape. La même sensation, un petit peu de frustration pour Richard Carapaz qui complète ce podium à 4 minutes 43. Alors, si on l'avait dit avant ce Giro qu'il finissait 3e, sachant qu'il y avait Roglic et Ayuso, il aurait peut-être signé Carapaz, mais là, il doit se sentir un petit peu frustré de ne pas avoir fait mieux alors que les 2 grands favoris ont dû abandonner. Derek G profite de ses abandons, un abandon aussi de Mikel Landa, on n'oublie pas dès la première étape qui était un gros candidat pour le podium et Derek G profite de tout ça pour faire 4e, tout comme Damiano Caruso 5e et premier italien de ce Giro, juste devant un autre italien mais beaucoup plus jeune, Giulio Pellizzari, qui lui aussi a profité du départ de Roglic pour tenter sa chance. Alors, il partait d'un peu loin, il finit quand même 6e. Egan Bernal, ancien vainqueur de ce Giro, termine 7e devant un autre Colombien, Einer Rubio de la Movistar. Discret Rubio, mais suffisamment constant pour aller prendre cette 8e place. Brandon McNulty, équipier de Del Toro, souvent là dans le final, termine 9e et devance Michael Storer qui complète ce top 10 pour la Tudor. On va se faire le top 20 avec Max Poole pour la Picnic Postenel que l'on a vu beaucoup se battre mais qui terminera aux portes du top 10 en 11e position devant 2 équipiers de la Team Emirates, encore Adam Yates, 12e et Rafał Majka 13e, Davide Piganzoli pour la Team Poltivit Malta qui vient prendre une 14e place. Nicolas Prodhomme 15e et premier français pour la Decathlon AG2R. Déception pour Thomas Pidcock, seulement 16e pour la Q36.5 et pour Antonio Tiberi qui était le leader de la Bahrain Victorious mais qui a fait bien moins que Damiano Caruso. Luis Mentiès 18e, James Knox 19e et Florian Stork qui fait 20e. Parmi les coureurs que l'on attendait, Nairo Quintana fait 25e, Romain Bardet 26e, Timen Arensman seulement 29e, et puis David Gaudu finit très loin, 66e de ce Giro où il n'a jamais pu performer. Ils étaient 184 au départ, ils sont 159 à l'arrivée, et celui qui a roulé le plus longtemps, c'est pas celui qui a fait le plus d'efforts au final, c'est pas le premier. Le premier c'est celui qui est resté le moins longtemps sur son vélo, celui qui est resté le plus longtemps, c'est l'Allemand de la Tudor Pro Cycling, Alexander Krieger, qui termine dernier, 159e, à 6h25 minutes et 3 secondes du vainqueur, le Britannique Simon Yates. Les classements annexes, on n'a pas eu beaucoup de suspense. Ça c'est un petit peu une déception en fait sur ce Giro. Il y a eu qu'un coureur qui s'est battu pour les points en gros, et c'est celui qui s'impose, Mats Pedersen, qui devance Olaf Koy, Wout van Aert, Dries de Bont et Isaac Del Toro dans ce classement du maillot Ciclamino. Il l'a eu dès la première étape, tout simplement, puisqu'il s'est imposé et il l'a jamais perdu du début à la fin. Le maillot de meilleur sprinter était possession de Mats Pedersen. Le maillot de meilleur grimpeur, c'était pas Lorenzo Fortunato qu'il avait eu au tout début, c'était Sylvain Moniquet, mais il l'a récupéré, je crois, dès la deuxième étape et ensuite il l'a plus perdu non plus. Pareil, c'était le seul intéressé, donc il n'y a pas eu beaucoup de suspense. Et il remporte ce maillot bleu du meilleur grimpeur Lorenzo Fortunato devant Christian Scarodi, son équipier, Nicolas Prodhomme, Manuele Tarozzi et Carlos Verona. Et puis au classement du meilleur jeune, Isaac Del Toro. Alors il y avait du suspense encore quand il y avait Juan Ayuso, mais une fois que Juan Ayuso a abandonné, on a compris que ce maillot serait pour Del Toro. Il devance Giulio Pellizzari, Max Poole, Davide Piganzoli et Antonio Tiberi, dont on pensait qu'il serait un adversaire pour Del Toro pour ce maillot. Il finit à 42 minutes et 8 secondes, Tiberi. Grosse déception aussi de ce Giro. Et puis on va se faire donc les petits classements annexes qui existaient, qui ne donnent pas de maillot distinctif. Les sprints intermédiaires, celui qui est passé le plus souvent en tête ou qui a pris le plus de points sur ces sprints intermédiaires. Ça récompense un coureur qui a pris beaucoup d'échappées. Et c'est Dries de Bont
qui est en tête de ce classement. Il devance Alessandro Tonelli, Mats Pedersen, Wout van Aert et Giosué Epis dans ce classement. Un classement un petit peu similaire à celui des sprints Red Bull qui récompense ceux qui ont pris le plus de points, qui étaient plus souvent là dans les sprints Red Bull. Et là encore, c'est un coureur qui a pris beaucoup d'échappées. Emanuele Tarozzi qui remporte ce classement annexe devant Isaac Del Toro, Christian Scaroni, Carlos Verona et Martin Marcelluzzi. Et puis, on n'oublie pas le classement par équipe. Et là, sans surprise, c'est évidemment la Team Emirates qui est loin devant la Bahrain Victorious, la Visma Lease Bike, l'XDX Astana Team et la Tudor Pro Cycling qui finit 5e de ce classement. La plus mauvaise équipe au classement général, c'est l'Alpecin de Koenig qui termine à plus près de 9 heures de la Team Emirates. Alors je vais regarder le mieux classé de l'Alpecin de Koenig au classement général. Il est en effet très loin. C'est Quentin Hermans qui finit 84e. Mais ils n'étaient pas venus pour ça, l'Alpecin de Koenig qui était venu pour remporter une victoire d'étape avec Caden Groves. Et ils l'ont fait. Donc Giro malgré tout réussi pour cette équipe. Allez, comme c'était un Giro, un tour de 3 semaines, on va faire un petit bilan. Le cyclisme, c'est quand même un sport collectif, donc on va faire un bilan par équipe plutôt, avec les équipes qui ont déçu, celles qui ont au contraire performé. Alors l'équipe qui a peut-être le plus déçu, moi j'en vois 3 qui vraiment n'ont pas pesé. Le pire, c'est l'Intermarché-Venti, parce que l'Intermarché-Venti, on les a quasiment pas vus tout simplement. Quelquefois, ils ont réussi à prendre les échappées, mais parfois ils se sont trompés en mettant le mauvais cours, et puis surtout au niveau des résultats. Un seul top 10, c'était Francesco Bussato lors de la toute première étape qui a fait 4e. Sinon, aucun des autres coureurs n'a jamais fait un top 10 sur une étape sur ce Giro. Donc là, c'est gros problème. Luis Mentiès finit assez loin au classement général, seulement 18e. Donc déception pour l'Intermarché-Venti, déception aussi pour la Cofidis. Alors ils sauvent un petit peu leur Giro grâce à la 2e place de Milan Fretin au sprint de Naples. Stefano Oldani est aussi allé chercher 2 top 10, mais sinon il y a des coureurs, mais je les ai pas vus. J'ai jamais prononcé leur nom en 3 semaines. Nicolas de Beaumarchais. Il a fait quoi, Nicolas de Beaumarchais, pendant 3 semaines? Jonathan Lastra, Yann Maas, Sergio Samitier, même Anthony Perez, on l'a vu une seule fois devant. C'est des coureurs qui, ils étaient pas là, on les a vraiment pas vus. Alors, ils étaient là pour travailler pour Milan Fretin, certes, mais une fois que Milan Fretin était abandonné, on aurait pu plus les voir devant. On a juste vu un petit peu Sylvain Moniquet et Stefano Oldani, mais c'est tout. Donc là, la Cofidis, l'équipe française, vraiment absente des débats. Et puis la Q36.5, ça c'est une autre déception. Ils étaient venus avec Thomas Pidcock et Matteo Moschetti avec des ambitions. Thomas Pidcock, il aurait été décevant, il a fait quand même 3 top 10, mais au classement général, il finit loin, alors qu'il pensait mieux. Et Matteo Moschetti, il sauve vraiment son tour avec cette 3e place là lors de cette dernière étape, parce que sinon, il n'avait jamais fait mieux que 9e. Mais voilà, on les a très rarement vus devant. Marc Donovan, Damian Osson, Emile Slepins, Milan Vader. Et puis surtout, des fois, on les a vus travailler. On n'a jamais trop compris pourquoi. Thomas Pidcock qui finissait loin à chaque fois. Donc là, c'est 3 équipes qui ont un petit peu foiré. Il y a eu des équipes aussi qui n'ont pas eu de chance, comme la Red Bull Boranzgo qui a perdu Primoz Roglic et qui s'en est sorti grâce à la victoire d'étape de Nico Dens. Pareil pour la Soudal Quick-Step qui a perdu rapidement Mikel Landa. Ils n'ont pas pu faire grand-chose après, mais on les a vus beaucoup essayer. Mattia Cataneo, Joseph Cerny, Garofoli, on les a souvent vus devant. La Bahrain Victorious a été quand même un petit peu décevant, avec notamment un Tiberi qui a craqué, mais heureusement la 5e place de Caruso sauve tout. Du côté de l'Arkea BNB Hotel aussi, on est loin des victoires d'étape. Luca Mozzato notamment aurait été décevant avec un seul top 10. Par contre, cette 2e place d'Alessandro Vere hier fait vraiment du bien. Il a d'ailleurs fini en larmes en parlant de son équipe, de la difficulté du quotidien d'une Arkea BNB Hotel qui semble condamnée à la relégation en fin d'année. Et puis, on a souvent vu des coureurs dans l'échappée, notamment Vere, notamment Giosué Epis également. Donc, ils n'ont pas à rougir forcément de leur Giro. Ils avaient un effectif aussi assez faible. La Decathlon a sauvé son Giro grâce à la victoire de Nicolas Prodhomme parce que Sam Bennett, lui, était aux abonnés absents. Et puis on a souvent vu aussi des coureurs dans l'échappée, notamment Dries de Bondt. L'IF, 2 victoires d'étape, rien à dire. Carapaz et Casper Asgreen ont gagné. Carapaz qui fait 3e. Alors certes, c'est décevant, mais ça reste un Giro réussi quand même pour l'équipe américaine. La Groupama FDJ, plus compliqué évidemment avec un David Gaudu à court de forme, mais par contre on les a vus essayer. Lorenzo Germani, Enzo Paleni, Rémi Rochas, ils ont été devant quasiment tous les jours, récompensés par 2 top 5 pour Rémi Rochas. Donc ça reste, vu la forme de David Gaudu, ils n'auraient pas pu faire beaucoup mieux que ça. Ils ont essayé, c'est déjà ça, et c'est pas ce qu'a fait par exemple la Cofidis dont on n'a jamais vu les maillots à l'avant. Un peu plus décevant par contre, c'est l'Ineos Grenadier quand même. Alors ils ont remporté heureusement une étape avec Joshua Tarling sur le chrono. Mais derrière, Egan Bernal, Timen Arensman
ça n'a pas marché. Alors on les a vus essayer, l'Ineos Grenadier, on les a vus travailler, tenter des coups. Ça n'a pas payé. Pour eux, ils doivent repartir quand même assez déçus. Heureusement qu'ils ont eu leur victoire d'étape. Ils n'ont pas eu de victoire d'étape, l'Israël, mais ils doivent être très contents, eux. 4e place pour Derek G. Corbin Strong qui a fait 2e lors de la 3e étape. Ça sera un bilan plutôt positif pour cette équipe. La Movistar, elle, a été assez discrète au final quand même, même si on a vu parfois prendre les échappées. Mais voilà, c'était du travail pour Ener Rubio qui vient faire un top 10. Au classement général, par contre, sur les étapes, ils se sont rarement approchés, sauf grâce au Vénézuélien Orluis Solar, qui avait fait un début de Giro formidable et qui fait quand même 4 top 5 dans des étapes, Orluis Solar. Donc, ils se satisferont de ça. La Jaco Alula, extraordinaire, la Jaco Alula, avec 2 victoires d'étape pour Luke Plapp et Chris Harper, alors qu'ils n'avaient pas un effectif extraordinaire. C'est vraiment un Giro plus que réussi. C'est réussi aussi pour la Picnic Post-Enel grâce à la victoire de Casper Van Hunden. Et ils sont passés pas loin de la 2e avec Romain Bardet qui malheureusement a été repris juste à la fin par Isaac Del Toro. Ça restera la grande déception de ce Giro pour cette équipe et aussi un peu pour nous. La Tudor a vécu un Giro assez bon quand même. Équipe invitée, Michael Storr vient chercher un top 10. Alors je pense qu'ils auraient aimé mieux. On a vu Florian Stork faire 2e d'une étape aussi. Michael Zilliard allait chercher une 3e place. Ça reste bien pour une équipe invitée. Et comparé à la Q36.5 qui était aussi invitée, on les a beaucoup plus vus à l'avant, beaucoup plus vus peser sur la course. Les 2 petites équipes italiennes, elles ont fait du beau boulot. Pole Tivit Malta, Bardiani à l'avant. La Pole Tivit Malta, tous les jours. Un monde du jour à l'avant, sauf quand il y avait une échappée de 40 personnes où ils n'étaient pas là et ils roulaient. Mais voilà, Mirko Maestri est allé chercher une 2e place lors de l'étape remportée par Nico Denz. Piganzoli qui vient faire une 14e place au classement général, c'est pas mal. Et puis la Bardiani, toujours à l'avant, Marcelluzzi, Tarozzi, Covilli, on les a vus un nombre de fois incalculable et Tarozzi qui est récompensé par le classement des sprints Red Bull. La Team Emirates, que dire, la Team Emirates c'est vraiment particulier, ça reste décevant je trouve. Alors ils ont emporté 2 étapes quand même avec Ayuso et Del Toro, mais ils sont passés si près de la victoire et du maillot rose pour Del Toro qu'ils vont forcément repartir avec de la déception, surtout de l'avoir perdu comme ça de manière assez étrange, une mauvaise tactique, une mauvaise stratégie. On peut être déçu aussi de la performance d'Adam Yates, qu'on a peu vu dans la fin de ce tour pour aider Del Toro. Et puis un Juan Ayuso qui s'est fait une entorse de l'orgueil là et qui a abandonné alors qu'il ne semblait pas vraiment blessé, mais plus parce qu'il était déçu de ne plus être leader et n'a pas semblé vouloir se donner à fond pour aider Del Toro. Donc ça, c'est quand même assez décevant et ça risque de poser des petits soucis. Quand il n'y a pas Pogacar, ça file un petit peu moins droit du côté de la Team Emirates. Et puis, il reste les 3 équipes qui sont les 3 qui ont vraiment marqué ce Giro, avec d'abord l'X-Deis Astana Team, incroyable, toujours à l'avant et toujours au moins 3 ou 4 coureurs, Fortunato, Scaroni en tête, et avec la victoire d'étape pour Scaroni, le maillot de meilleur grimpeur pour Fortunato, et on n'oublie pas que Diego Ulissi a porté le maillot rose le temps d'une journée, donc voilà, l'X-Deis Astana Team qui continue sa moisson, et qui est en train petit à petit de prendre des points et de sauver sa place de manière incroyable en division World Tour. La Lidl Trek semblait être l'équipe la plus incroyable de ce Giro avant la folie de la Visma. Mais la Lidl Trek, vraiment incroyable. 6 victoires d'étape, 4 pour Pedersen, 1 pour Carlos Verona, 1 pour Dan Hull, le maillot Ciclamino pour Mats Pedersen. C'est vraiment un Giro parfait, à l'exception bien sûr de l'abandon de Giulio Ciccone, qui semblait en grande forme. Ciccone, qui sait ce qu'il aurait pu atteindre sur ce Giro, l'Italien à domicile, il aurait peut-être pu atteindre le podium, on ne le saura jamais, ça sera la grosse déception du côté de la Lidl Trek. Et puis au final, la grande vainqueur, c'est la Visma, et pas seulement pour le maillot rose de Simon Yates, mais 2 victoires d'étape pour Olaf Koy, dont cette dernière, la victoire de Wout van Aert qui revit et va repartir rebooster à fond. Wout van Aert, il avait failli abandonner après l'Albanie parce qu'il s'était fait avoir par Mats Pedersen, il n'était pas en forme, on l'a vu parfois lâcher. Il avait hésité à abandonner, finalement il s'est accroché, il a remporté son étape et ensuite il a amené Olaf Koy 2 fois vers la victoire d'étape en faisant un relais incroyable. Aujourd'hui en plus parfaitement aidé par Eduardo Affini, et hier il a amené Simon Yates vers le maillot rose. Donc succès total pour cette équipe, pour Wout van Aert et pour Simon Yates, le Britannique, qui remporte ce Giro. Écoutez, c'était incroyable, c'était le Giro, du suspense de fou, des étapes vraiment passionnantes la plupart du temps. On a aussi nos petites étapes siestes, mais c'est bien normal sur 3 semaines. Prochain rendez-vous désormais, parce que le cyclisme ne s'arrête pas, bien au contraire, c'est dans une semaine déjà. C'est le Critérium du Dauphiné. Et alors là, on est reparti encore pour de la folie, parce qu'il y aura Pogacar, il y aura Vingegaard, il y aura Evenepoel. Ça sera un petit pré-Tour de France
qui promet grandement. Il y aura aussi Lenny Martinez, dont on attend évidemment de voir un petit peu se confronter à ces cadors-là. On va quand même prendre le temps de se remettre de ce Giro. Je vais ressortir dehors, respirer de l'air pur et peut-être recommencer pendant une semaine une vie sociale. Et puis on se retrouve dans une semaine pour le Critérium du Dauphiné, tout simplement. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.